On va recevoir à présent notre deuxième invité. Il s'agit de monsieur Éric Bisselot. Avec lui, nous allons parler des consultations qui ont pris fin et qui étaient conduites justement par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ces consultations qui visent justement à mettre en place un gouvernement d'union nationale dans un contexte de crise sécuritaire. Alors, ça fait quand même polémique ces consultations qui se sont tenues sans la participation des gros calibres de l'opposition. Quelle est votre lecture des faits? Tout d'abord, c'est Maître Bisselot, Eric, avocat, donc juriste. Effectivement, vous vous souviendrez qu'au mois de février, le chef d'État avait réuni sa famille politique et demandé à ce qu'il y ait un engagement fort des uns et des autres à l'égard de ce qu'il était en train de subir comme déstabilisation du pouvoir par les rebelles à l'Est. Effectivement, un mois plus tard, plus ou moins le 8 mars, ils ont élargi le présidium de l'Union sacrée, en passant de 6 à 40 membres, plus ou moins. Et dans la foulée, nous avons vu effectivement les consultations en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. Ce que nous savons, nous, en principe, quand il s'agit ici du gouvernement d'union nationale, c'est de rassembler, de ratisser large et de réunir les fils et les filles du pays derrière des valeurs qui leur sont communes ou bien communes pour pouvoir faire taire les armes. C'est ça l'objectif principal. Mais au lieu de cela, il y a eu le directeur de cabinet du conseil spécial qui a fixé les préalables. Les préalables excluaient automatiquement un certain nombre d'acteurs qui pouvaient faire taire les armes, notamment ceux qui participent aux rébellions à l'Est. Donc, du coup, ça n'était plus inclusif, c'est devenu exclusif. En cela, malheureusement, au regard d'un certain nombre de critères ou bien de conditions qui sont propres, non pas forcément à l'objectif, mais aux acteurs qui mènent ces consultations, ben vous avez vu, ça a donné, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et nonobstant le fait que si nous voulions créer, organiser, mettre en place un gouvernement d'union nationale, il faudrait viser que ça fasse taire les armes. Il faudrait viser les intérêts du peuple congolais. Or, ce que nous avons vu, c'est une espèce d'élargissement de l'union sacrée autour du chef de l'État, alors que si une grande partie de notre pays est pris par les armes, et l'élément principal du problème reste le chef de l'État. Et d'où, déjà, en termes de... Si nous rentrons dans le donc pour vous, ces consultations n'apporteront rien? Non seulement ils n'apportent rien, mais c'est une aberration juridique, puisque le Conseil spécial n'a aucune qualité, ni constitutionnelle, ni juridique, de consulter les acteurs politiques. C'est peut-être parce qu'il s'agit d'une question sécuritaire. C'est pas pour cette raison-là qu'il a été choisi par le chef de l'État? Alors, si c'était une question sécuritaire, il aurait fallu inclure ceux qui ont pris les armes pour les entendre, pour connaître leur desiderata et essayer de réfléchir en termes sécuritaires. Non, ce qui a été visé, c'est effectivement serrer large autour du chef de l'État. Mais cependant, lorsque nous attendons que certaines places au sein de ce gouvernement s'émonaient à hauteur de 500 000 $, nous sommes à quelques 50 000 ou 500 000 $, nous sommes quelque peu inquiets. Finalement, ce n'est pas un gouvernement en vue de faire taire les armes, de ramener la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, mais effectivement pour créer une distraction pour peut-être amener à donner plus de crédibilité ou plus d'assurance au chef d'État face au pourparlers qui est actuellement au Doha et peut-être aux consultations qu'organisent les prélats catholiques. Vous n'y croyez pas parce qu'il n'y a pas eu la participation des gros calibres de l'opposition, ou vous n'y croyez pas tout simplement parce que vous estimez que ce n'est pas ça la solution, le gouvernement d'union nationale? Ben de deux, parce que il y a quand même, j'allais dire, deux calibres, si on devrait dire en famille de calibres. C'est l'opposition politique qui n'a pas pris les armes, dont Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, et de l'autre, Corneille Nangaa, M23. Mais on a vu quand même certains proches de Moïse prendre part, hein? Moïse Mounidé là. On a aussi vu un certain nombre proches de l'UDPS prendre part. Cela n'a pas fait pour autant de l'UDPS le parti qui a rejoint le clan du M23 et de l'FC de Nangaa. C'est-à-dire un certain nombre d'acteurs politiques
dont beaucoup sont d'abord en exil, se sont sentis effectivement marginalisés, frustrés ou sinon légitimement en droit de prendre des armes contre l'autorité de Kinshasa, ce qui a créé ces dissensions. Donc il aurait fallu effectivement tendre la main au préalable avant de faire de ces pourparlers un The Place to Be pour être vu, mais d'abord trouver des solutions en interne, en secret, avec cette opposition qui est non armée, avant de pouvoir effectivement mettre sous les caméras les rencontres et peut-être... Donc pour vous, il fallait aussi tendre la main à cette opposition, entre guillemets, armée. Non, mais effectivement. Sinon, à quoi servirait la naissance d'un gouvernement si ce n'est pour faire taire les armes? N'oublions pas les objectifs d'un gouvernement national. C'est le gouvernement de la République qui dispose de l'armée de la République. On a un certain nombre de problèmes, notamment aussi le développement qui est inhérent au rôle du gouvernement, la sécurité, l'industrialisation. Tout doit être lié, tout doit être vu comme une synergie. Et pour pouvoir proposer alternative à ceux qui ont pris les armes lors des rencontres, dire voilà, si nous visons le bien commun du peuple congolais, nous pouvons nous entendre sur un certain nombre de préalables. Et ce, je pense, intéresserait également l'AFC de Nanga. Alors, la mise en place du gouvernement, ça sera dans quelques jours, parce que le Conseil spécial du chef de l'État va devoir faire rapport au président de la République sur le déroulement de ces consultations. Mais est-ce que vous pensez quel est le profil auquel vous vous attendez? Quel type d'animateurs doivent constituer ce prochain gouvernement? Malheureusement, je crois que le mot gouvernement a perdu de toute sa substance en fait durant toutes ces dernières années. Parce que si on devait parler en termes de profil, de calibre, ben les gouvernements successifs de Félix-Antoine Tshisekedi a compté des hommes de calibre, des hommes de poids. Est-ce que ça a amélioré les situations des Congolais? Non. Est-ce que ça a amélioré les situations sécuritaires? Non. Est-ce qu'ils ont brillé dans leur secteur? Non. Alors que peut-on espérer? Rien de plus pour de simples raisons que au sein de ce gouvernement... Vous êtes dans une opposition radicale. Non, c'est une opposition réaliste. Quelle est finalement quelle est l'alternative d'après vous? Vous pensez que le gouvernement de l'Union nationale n'aboutira pas à la solution recherchée? Qu'est-ce que vous proposez, vous, de l'opposition? Parce que ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. C'est pour cela que ça n'aboutira pas à la solution. Si nous voulions un gouvernement d'un national, nous adopterions ne serait-ce que les principes ou bien les démarches telles que prises par les Cinco et les catholiques. Okay. C'est-à-dire d'ouvrir les portes et de ne pas imposer. Donc vous soutenez la logique de la SEMCO et les CC? Elle a l'air plus efficace et plus cohérente par rapport aux objectifs visés. Alors qu'ici, il s'agit purement des intérêts purement politiques, si ce n'est mesquin, de quelques acteurs politiques. Donc, in fine, il faut être conséquent avec sur quoi on s'engage. Si le chef de l'État se déleste de ses poids lourds, savoir Bahati, Jean-Pierre Bemba et compagnie, il va ramasser qui? Qui d'autre a autant de partis dans son parti politique ou dans son regroupement, autant de représentativité, autant de poids électoral? Qui d'autre a des moyens financiers? Donc, il ne va pas s'en débarrasser pour en faire les adversaires, les ennemis. Alors, il va continuer à rouler avec. Mais pour quelle finalité? Je disais qu'en parallèle de ce gouvernement, il s'est constitué effectivement des groupes attachés à la présidence qui travaillent sur certains dossiers spécifiques à la place du ministre. Donc, finalité de quoi? D'un gouvernement qui ne peut pas avoir les mains libres. C'est ça qui est décevant. Vous soutenez l'initiative de la SEMCO et les CC, la logique de la SEMCO et les CC. Et pourtant, ces deux églises, ces deux communautés, catholiques et protestantes, ne font pas l'unanimité. Hein. Apparemment aussi, le pouvoir n'est pas dans leur direction. Le pouvoir, en tout cas, était le premier à les rencontrer. Donc, après, il n'a jamais manifesté de manière absolue un mécontentement ou un désaveu. La preuve en est dans l'Assemblée nationale, où nous avons vu le président de l'Assemblée nationale ramener à l'ordre l'un des députés. Déjà, il y a eu la clameur publique, je ne vous coupe pas la parole. Il y a eu la clameur publique lorsque le président de la SEMCO a révélé que leur déplacement a donc été, on va dire, il y a des pays qui ont pris en charge leur déplacement. Il a cité le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. Écoutez, et il y a eu la clameur publique. Mais écoutez, déjà, il parlait des moyens. Et effectivement, si nous devions gouverner en fonction de la clameur publique, vous savez bien que nous n'en serions pas là où nous en sommes. C'est qu'il ne s'agissait pas le public qui gouverne, mais ce sont des acteurs choisis par la population qui gouverne. Donc, en cela, l'acteur, pour moi, indispensable, ce n'est pas sous-estimé, c'est le catholique. Et quand même, au regard de sa portée, de son importance, aussi des acteurs qui leur donnent
qui leur ouvrent la porte, il y a quand même des meilleures chances d'arriver vers la paix. Parce que l'objectif visé, c'est la paix en République démocratique du Congo. Et on parlait ici, il y a quelques minutes, de balkanisation. La balkanisation passe par la frustration. Frustration d'une communauté, frustration de ceux qui ont pris les armes, ils ont la force avec eux, la frustration de ceux qui n'ont pas les moyens. Et je crois qu'on devrait prendre des choses avec beaucoup de pincettes. Le pouvoir en place, c'est normal, dans sa légitimité, il veut se battre pour préserver les pouvoirs, mais n'oublions pas qu'il y a un certain nombre de Congolais également qui s'estiment légitimes, qui s'estiment normal dans leur vie de prendre des armes pour combattre ceux qu'ils estiment être illégitimes. Donc nous sommes dans cette contradiction. Et si nous ne parlons pas entre nous, nous allons droit vers le mur. Puisque on va vers un blocage? On va vers un blocage certain ou peut-être pas. Parce que c'est sur le terrain, ça va se décider militairement. Parce que s'il doit y avoir dialogue, sous l'égide de la SEMCO et les CC, ce dialogue ne peut être enclenché que par le président de la République. Ce n'est pas par la SEMCO ou les CC. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que c'est le rapport de force sur le terrain qui définit qui a le mot à dire. Si nous regardons effectivement, si le statu quo actuel se poursuit, ben le chef d'État ou bien le gouvernement central n'a pas les moyens d'influencer ceux qui ont pris une grande partie de l'Est. Alors que si sur le terrain la donne change, on va savoir qui a le mot de la fin ou pas. Mais à ce stade, personne ne peut imposer le là à l'autre. Donc, qui vivra verra. Alors, vous êtes Congolais comme tout autre, l'intégrité de notre pays est menacée. Quand vous réfléchissez sur cette question, certainement que ça vous touche parce qu'il s'agit d'une agression extérieure. Il y a une bonne partie de notre pays qui est entre les mains des ennemis. Quelle est, d'après vous, la solution pouvant permettre de mettre fin à la crise? Je crois qu'il n'y a pas une solution, il y a une multitude de solutions. Mais la première des solutions passe d'abord par les acteurs politiques congolais eux-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas... Sur le plan diplomatique, militaire, idéologique, quelle est la solution d'après vous? Je ne crois pas à l'idéologie en termes des acteurs politiques en République démocratique du Congo, hormis le fait que c'est vrai que nous avons tous cette envie de vouloir appartenir à cette nation qui est fragile, qui est sans cesse traumatisée. Mais nous sommes Congolais, nous affirmons notre identité. Cela dit, nous ne pouvons pas nous définir par rapport aux pays frontaliers, ni par rapport aux Occidentaux. Nous devons nous-mêmes marquer notre propre avenir avec des réalités qui nous concernent. Très bien. Mais en outre, j'entends par exemple le débat sur le fédéralisme, et c'est tout à fait aberrant de ne pas autoriser un acteur aussi important que Tatou de ne pas réfléchir à une forme d'organisation du pouvoir qui date de l'indépendance, s'il vous plaît. C'est-à-dire que nos pères, nos grands-pères avaient déjà réfléchi que c'est le meilleur moyen pour y arriver. Mais cela dit, ce qui a démontré les insuffisances d'une organisation politique telle que le pouvoir concentré, fortement décentralisé, on peut le dire comme ça, mais cela dit, ce sont les acteurs politiques qui empêchent cette forte décentralisation, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas lâcher du pouvoir. Imaginez que si nous arrivions à avoir à Kasaï construit grâce aux Kassaïens et qui permettront aux Kassaïens de prendre des décisions sur leurs finances, sur l'investissement local, sur les taxes, sans avoir ces référés à Kinshasa. Regardez comment ça se passe. À chaque élection, vous avez tout un pléthore de gouverneurs qui viennent faire essayer la courbette. Ils désertent tout le lieu où ils sont élus, pour la plupart, où ils devraient exercer leur pouvoir, où ils devraient dépenser leur argent pour venir à Kinshasa. Eux tous, ils ont de doubles maisons à Kinshasa. À quel moment on va développer celui-là? Vous parlez de la conférence des gouverneurs qui a souvent lieu... Régulièrement, mais nous avons vu aussi certains gouverneurs venir faire la courbette auprès de la première dame, auprès de la maman du chef d'État. Nous avons vu... Bon, ce sont vos propos. Faire la courbette, Oui, c'est-à-dire, effectivement, c'est les... Ce sont des propos qui n'engagent que vous. Courber les Chines, c'est ça qu'ils sont venus faire. Et nous trouvons que c'est désolant et qu'à un moment... Ce sont des autorités quand même. Ouais. Il faut considérer la population. La véritable autorité, c'est cette population qui souffre. Parce qu'on a l'impression que quelqu'un, quand il a le pouvoir, il oublie d'où il vient et il peut du coup se démissionner de son rôle local, le rôle de ceux qui l'ont mis en place. Et donc ça n'empêche pas que nous réfléchissions à cette forme d'organisation du pouvoir politique. Et ce n'est pas forcément lié à une forme de balkanisation. L'approche, la proposition de Olivier Kamitatu. Je crois que mon prédécesseur l'a soutenu, sauf qu'il parle de l'inopportunité. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment. Mais il était très prudent dans ses analyses. Quand je lui ai posé la question de savoir s'il est contre, il était clair, qu'il était contre. Voilà. Parce que malheureusement, beaucoup de nos scientifiques
se décident aussi en fonction de la famille politique auquel ils appartiennent. Et bien nous, dans toute sincérité, en tant qu'analystes et en tant que scientifiques, nous devons réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour nous. Et ce qu'il y a de mieux dans tout nous, ça ne nous empêche pas en tout cas de réfléchir au fédéralisme. Le fédéralisme ne veut pas dire que la force militaire va aux pays, aux régions fédérales, mais ça veut dire aussi que nous pouvons garder au niveau du pouvoir central les prérogatives régaliennes, la force militaire, mais que le pouvoir décisionnel en termes de taxes, de finances, puisse être pris localement. Il y a des gens, c'est une frange de la population qui vous reproche quand même d'être trop radical dans le contexte actuel, parce que lorsqu'on voit par exemple sous d'autres cieux, quand il s'agit des questions de sécurité, l'opposition vient vers le pouvoir pour formuler ses propositions, mais vous, au moment où on parle de la crise sécuritaire, vous êtes dans la radicalisation, dans la radicalité. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Nous sommes dans l'exigence. Et il est normal que nous soyons exigeants envers ceux qui nous gouvernent. Soit quand ils gouvernent mal, nous le rappelons. Parce qu'un certain nombre d'erreurs ont été commises par ceux qui nous gouvernent, mais depuis plus de 5 ans, 6 ans, on leur dit que ce sont des erreurs. Mais aujourd'hui, les conséquences, tous les Congolais en paient les conséquences. Le président avait promis de corriger ces erreurs. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Ces erreurs ont causé des millions de morts. Donc ce n'est pas si peu. On peut pas, il y a un certain niveau du pouvoir, on ne peut pas commettre des erreurs. Ça a des conséquences sur l'avenir d'une nation. Chacun doit prendre ses responsabilités. Parlez de quelles erreurs? Détournement des fonds Ça, ce n'est même plus une erreur, c'est une absolue, c'est une aberration. Et il n'y a pas de conséquences à cela. Au-delà de ça, nous avons parlé effectivement le fait de ne pas attiser la haine tribale, nous avons parlé du fait de créer la cohésion nationale, nous avons parlé effectivement de la responsabilité des acteurs politiques à l'égard des électeurs. Nous avons parlé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une concentration du pouvoir entre les mains de quelques individus et ils veulent pas en démordre. Et nous avons vu également ce qui était dénoncé hier en disant que c'était de la maladie propre à la Kabylie. Aujourd'hui, certains acteurs le font. Arracher des maisons qui ne leur appartiennent pas, user du pouvoir pour leurs propres intérêts personnels. Donc je crois qu'il faut être exigeant parce que la génération a changé. Nous ne pouvons pas continuer avec ces mêmes erreurs. Nous ne pouvons pas être nonchalants avec ce que nous gouvernent pour que demain, les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. On tourne en rond en 60 ans, ce n'est pas possible. Comment voyez-vous l'avenir de notre pays? Vous dites que nous tournons en rond en 60 ans. Comment voyez-vous l'avenir de notre pays? Est-ce que l'opposition détient la clé du développement? L'opposition, en tout cas, elle est prête à participer activement pour que le développement se fasse. Et si participer sous-entend ne pas participer à la gestion du pouvoir, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas tous des chômeurs, nous travaillons et nous voulons que le pays aille mieux. Mais je réfléchis juste à une chose. Vous savez, parfois, quand on parle de fédéralisme, il y en a qui disent qu'il faut toucher à la Constitution. Moi, je dis même mieux. Au sortir de cette crise, il faut être complètement sourd et muet pour ne pas décider de changer la Constitution. Parce que ça a montré ses limites au regard d'un certain nombre de libertés. Vous dites ça? Mais ça va de soi. Alors que quand le président a parlé de ça, l'opposition semblait ne pas être d'accord. Non, parce que les agissements de ceux qui gouvernent ont montré les limites de la Constitution. Parce que nous ne pouvons pas seulement nous rebeller avec la bouche alors qu'on viole la Constitution de manière permanente. Et le fait de prendre des armes ne restera jamais une solution. Et ça, il faudra le consacrer entièrement. Mais la forme de l'État, ce n'est pas ça qui fait du bonheur des Congolais. Mais c'est le partage, c'est la solidarité. C'est que chacun doit se retrouver dans ce Congo qui est riche, immensement riche, mais dont la population est pauvre. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et tout cela passe par le patriotisme notamment. Absolument. Mais le patriotisme, c'est drôle quand même que ceux qui ont son pouvoir, qui ont la double nationalité, mais nous donnent des leçons de patriotisme. Nous qui n'en avons qu'une seule. Alors qu'ils savent très bien que la Constitution l'interdit dans l'exercice du pouvoir et surtout à un certain niveau du pouvoir. Et moi, je suis quelque peu choqué d'entendre quelqu'un qui est encore dans la nationalité belge venir manger l'argent des Congolais, prendre des postes de travail des Congolais et nous dire demain que non, il est plus patriote que le Congolais, qui ne peut pas lui fuir à la première occasion, partir en Belgique. Donc moi, je crois qu'il y a quand même à méditer là-dessus. Alors, maître Éric Bissélo, merci d'avoir répondu à notre invitation, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Au-delà de ce que vous avez dit, nous avons clôturé, nous avons terminé. Nous restons ouverts à ce que ce pays aille de l'avant. Mais il ne peut pas aller de l'avant en créant des antagonismes entre les Congolais, en créant des clivages. Et il faut que ceux qui sont au pouvoir, qu'ils le veuillent ou non,
dialogue avec tous les Congolais qui participent à cette crise indirectement ou directement. Et ça pour l'intérêt de la nation. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste politique et juriste, avocat également. Madame, Messieurs, voilà qui met fin à cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le journal, c'est tout à l'heure avec Nathalie Oko.